L'estérification et l'hydrolyse. Synthèse d'ester ou l'estérification. Les esters sont des composés odorants que l'on trouve par exemple dans les fruits mûrs, bananes, poires, ananas ou dans de nombreuses plantes, jasmine, lavande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des composés oxygénés organiques qui sont caractérisés par une odeur spécifique et un arôme. Ça veut dire lorsque je prends une matière et j'arrive à connaître de quoi il s'agit, je dirais que c'est le goût d'une pomme ou d'une banane, c'est grâce à cette molécule qui est un ester. Donc ils sont utilisés comme aromatisants dans l'industrie alimentaire, dans le yaourt, dans les produits laitiers. Lorsqu'on prend du yaourt avec des fraises et on détermine qu'il s'agit de l'arôme de fraise, ça veut dire qu'il contient cette substance. Et même dans la fabrication des parfums. Dans la nature, les esters sont abondants. Il y a des esters volatiles et odorants dans les huiles essentielles, esters non volatiles dans les lipides. Les esters possèdent un groupement fonctionnel ou un groupe caractéristique. On le nomme ester. C'est C. Voilà, ce groupement fonctionnel. Un carbone doublement lié à eau, simplement lié à notre oxygène qui est lié à un carbone. Donc, d'une façon générale, la formule générale des esters c'est R, c'est double liaison avec O, simple liaison avec O, puis avec une liaison avec R', où R' représente une chaîne carbonée linéaire ou ramifiée ou peut être cyclique, c'est-à-dire formée d'un ensemble d'atomes de carbone qui forment un cycle. Il en est de même pour R, qui peut cependant être un atome d'hydrogène. Chacune des atomes d'oxygène est entourée de deux paires d'électrons libres non représentés sur le schéma. R' ne peut se réduire à un atome d'hydrogène. C'est évident. Parce que R', au lieu de R', on mettra un hydrogène, ça donne un acide et non un ester. Nomenclature. La nomenclature des esters, d'une façon générale, est plus simple. Le nom, c'est alcanoate d'alkyle. Il y a un suffixe qui est wat et il. Donc, les esters dérivent des acides. Là, on donne cette définition parce que notre cours il traite la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Et dans ce cas-là, l'obtention d'un ester, c'est à partir de ces deux composés. Et par la suite, pour faciliter la nomenclature des espèces qui interviennent dans cette réaction, on dit que le nom de l'ester est obtenu à partir du nom de l'acide carboxylique dont il dérive et de l'alcool qui a le radical R'. Donc, en gras, c'est-à-dire en trait accentué, RCO, là, c'est la partie qui provient de l'acide. Et le nom, ça sera alcanoate. Au lieu d'acide alcanoïque, c'est alcanoate. Dans notre programme, on prendra la plupart, le radical, c'est un radical alkyle. Mais à la fin, on traitera un cas similaire où R n'est pas un radical alkyle. Donc le nom de l'ester se compose
de la partie où on fait se termine par watt et le second se termine par il. On prendra des exemples. Le premier ester, la partie qui provient de l'acide écrit en noir, c'est méthanoïque, acide méthanoïque. Dans ce cas-là, ça sera méthanoate. Et en rouge, c'est l'alkyle que provient de l'alcool et ça sera un radical éthyle. Le nom, ça sera alcanoate d'alkyle. Dans ce cas-là, c'est méthanoate d'éthyle. De la même façon, le deuxième, c'est éthanoate de méthyle. Le troisième, on voit que le radical ou la partie qui provient de l'acide, c'est une chaîne qui est ramifiée. Et le carbone qui porte le numéro 3 a un radical méthyle. Rappelez-vous que la numérotation des chaînes, c'est toujours à partir de l'élément oxygène, soit vers la droite, soit vers la gauche. Dans ce cas-là, vers la gauche, le premier carbone lié à O porte le numéro 1 et le carbone substitué, ça sera le numéro 3. Donc nous avons 3 méthyl sur un botanoate de méthyle. 3, ce radical méthyle en position 3, sur une chaîne principale de 4 carbones qui est le butane. Au lieu de butane, c'est butanoate. Donc c'est le 3-méthylbutanoate de méthyle. On inverse dans ce cas-là le radical, on permute le radical dans la molécule et on aura 2 carbones, c'est éthanoate, 2 éthanoate 2, le radical méthyle en 3 et le butyle. Donc éthanoate de 3 méthylbutyle. Dernièrement, c'est un ester où le radical n'est pas un alkyle, c'est un radical qui dérive de benzène. Donc benzène, on aura benzènoate. On trouvera dans nos exercices ce type de radical parfois. Et vous voyez que le carbone fonctionnel, le carbone qui est lié au cycle benzique, il porte le numéro 1. Et en bleu, vous voyez une autre fonction qui est la fonction alcool en position 2. Donc 2-hydroxy benzoate de méthyle. Donc en noir, c'est un radical qui est un radical benzoate. Si nous n'avons pas ce OH lié à C en position 2, on aura uniquement un radical benzoate. Le benzoate substitué, au lieu de 5 hydrogènes qui se trouvent dans les sommets de cet hexagone, on a un OH, donc c'est un H qui est substitué par OH en position 2. Normalement, dans une chaîne cyclique, on numérote le carbone à partir de radical et on essaie de numéroter de telle façon que le radical aura un nombre plus petit. Donc nous avons numéroté de haut vers le bas, comme il peut être le numéro 2. Si on numérote dans le sens inverse, il aura le numéro 5. Et c'est pour cela que nous avons écrit 2 et non pas 5. C'est rare qu'on nous donne des molécules de cette façon-là. Donc là, la réaction d'estérification. Donc c'est une réaction qui se produit entre un acide carboxylique et un alcool. Donc la réaction d'estérification modélise la transformation spontanée conduisant à un ester et de l'eau à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Et selon l'équation, c'est RCO doublement lié avec RCOOH plus R'OH, double flèche
qui donne RCO OR' plus H2O. Écrire l'équation de la synthèse de propanoate de méthyle. Donc là, il nous donne un exemple d'écrire l'équation. Là, c'est l'équation générale de l'estérification. Mais comment peut-on écrire l'équation de propanoate d'éthyle? Ça veut dire l'ester que nous voulons obtenir, c'est ce produit-là. Donc nous avons dit tout à l'heure que le nom de l'ester est formé de deux parties. Une partie qui provient de l'acide et celle qui se termine avec OAT. Dans ce cas-là, la partie qui se termine par OAT, c'est le propane. Donc on prend le propane et on essaie de donner l'acide correspondant. Il suffit d'enlever la terminaison OAT et la remplacer par OIC et ajouter au début acide. Donc l'acide, ça sera acide propanoïque. Et pour connaître l'alcool, on prend le nom de radical alkyle lié à ce propanoate. On aura le diméthyle éthyle. Et l'alcool sera, le nom de l'alcool, c'est le nom de l'alcale correspondant. On enlève E, on fait un tiret, suivi de numéro du carbone fonctionnel. Et dans ce cas-là, ça sera facile. Diméthyle éthane-éthanol. Vous voyez que éthanol, il n'y a pas une différence où on peut poser le groupement hydroxyle et par la suite ça sera le diméthyle éthyle éthanol, le diméthyle éthanol. Propriété de la réaction d'estérification. La détermination de l'état du système à un instant donné est obtenue par un dosage acido-basique à l'acide restant. Le tableau d'évolution est alors. Donc, on veut faire le suivi de la transformation, au cours du temps. C'est la réaction qui se produit entre un acide et un alcool pour donner un ester et de l'eau. Nous avons déjà étudié comment suivre une transformation chimique. Il y a deux procédés, soit par la méthode physique ou la méthode chimique. Je rappelle que la méthode physique, soit par variation, on suit le pH en fonction de volume ajouté au cours d'un dosage, ou suivi par étude conductimétrique, c'est-à-dire déterminer la conductance ou la conductivité au cours du temps. Dans ce cas-là, on fera un suivi qui est par dosage, c'est une méthode qui est chimique, et on essaie de déterminer la quantité de matière de l'acide restant au cours du temps. Donc, l'état initial, c'est 1,0 d'acide, 1,0 d'alcool, et il n'y a pas encore formé l'ester ou l'eau. Remarquez dans ce tableau d'évolution que nous n'avons pas l'habitude d'écrire dans un tableau où il y a l'eau comme élément qui intervient dans une transformation chimique. Généralement, on écrit en excès. N'oubliez pas que dans cette réaction-là, on utilise des produits chimiques qui sont purs
on n'utilise pas des solutions et par la suite, si l'eau intervient dans ces réactions, il n'aura pas cette... on n'écrira pas qu'il est en excès. D'accord? Donc faites attention, lorsqu'on traite des réactions d'estérification d'hydrolyse, jamais on écrit dans un tableau d'évolution dans la case de l'eau en excès. L'état intermédiaire, c'est N0-X. N0-X pour l'alcool, X et X pour l'ester et l'eau. L'état final. Si le mélange est équimolaire, équi ça veut dire égal. Si on utilise, si N0 de l'acide est égal à N0 de l'alcool, c'est-à-dire 1 mol, 1 mol, 2 mol, 2 mol, et ainsi de suite, à 25 degrés Celsius, la constante de cette réaction est égale à 4. Vous voyez que nous utilisons des acides avec un mélange équimolaire, la constante d'équilibre c'est 4. Soit pour ce mélange K, donc on aura la constante d'équilibre, ça sera la concentration de l'ester fois la concentration à l'équilibre fois la concentration de l'eau à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration de l'alcool à l'équilibre. Et à partir de là, nous pouvons déterminer ce X final. On aura dans cette constante essayé de remplacer ces concentrations à l'état final. Ça sera, voilà la formule K est égal à X moins X final de tout au carré, parce que nous avons, c'est X sur V fois X sur V, c'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau, sur N0 moins X final sur V fois N0 moins X final sur V. C'est-à-dire l'expression finale, ça sera c'est X final au carré sur N0 moins X final le tout au carré. Et si nous prenons N0 est égal à 1, on aura 4 est égal à X final au carré sur 1 moins X final le tout au carré. Par simple calcul, si nous prenons la racine carrée de K est égale à la racine carrée de X carré sur 1 moins X, de X final au carré sur 1 moins X final au carré. Et vous allez trouver que la racine carrée de K est égale à X final sur 1 moins X final. Et par calcul, on trouvera que X final, ça sera 2 sur 3, 0,67. D'accord? On peut alors compléter le dernier tableau. On peut alors tracer la courbe représentant la quantité de matière de l'ester en fonction du temps. Pour un mélange initial équimolaire en acide carboxylique en alcool, on obtient le graphe suivant. Si on part d'une mole d'acide et une mole d'alcool, on obtient ce graphe. Et nous voyons que la quantité de matière de l'acide formé, à partir d'un certain temps, devient constante et prend la valeur 0,67 mol. Donc, la réaction n'est pas totale. On va essayer de voir pourquoi n'est pas totale. Si nous revenons au tableau ici, et nous considérons que la réaction s'effectue comme avec épuisement des réactifs, on trouvera que X final est égal à 1 et non pas 0,67. Donc, puisque l'avancement final est inférieur à l'avancement
maximale. La réaction donc n'est pas totale, elle est limitée et on part d'une mole d'acide et d'une mole d'alcool, on n'obtient que 0,67 mol d'ester et aussi 0,67 mol de l'eau. De plus, cette réaction est très lente, même si nous n'avons pas mentionné le temps, mais ça dépend de la température dans laquelle se réalise l'expérience. Elle peut demander des mois, des années ou quelques heures. Cette réaction-là peut être accélérée ou augmenter sa vitesse, soit en utilisant un catalyseur. Dans ce cas-là, on utilise l'acide sulfurique concentré comme catalyseur par intervention des ions H3O+. Et n'oubliez pas que cette réaction, elle est athermique. C'est-à-dire, la température ne peut pas modifier la composition finale du mélange réactionnel. Lorsqu'on dit une réaction est athermique, ça veut dire qu'elle n'est pas sensible à cette variation de température ne modifie pas l'équilibre. Et qu'il soit là, dans ce cas-là, ça n'empêche pas de dire que augmenter la température, on peut modifier la vitesse de la réaction. Le rendement. Là, nous introduisons une grandeur avec laquelle on essaie de suivre cette synthèse. Le rendement, il a un sens industriel, c'est-à-dire celui qui va synthétiser un ester, il essaie de voir en comparant la quantité de matière utilisée avec ce qu'on obtient à la fin. Et par la suite, toujours on essaie d'avoir un rendement maximal. Dans ce cas-là, la définition de rendement, on peut le noter soit ρ, soit R, soit dans le cas que vous avez devant vous nu, c'est taux fois 100. Mais en réalité, la définition, c'est quoi? C'est la quantité de matière obtenue de produits d'une façon expérimentale sur la quantité de matière obtenue de même produit si on considère que la réaction est totale. Et cette définition-là, il coïncide avec taux. Il y a une petite nuance dans cette définition. Nous avons déjà travaillé des réactions dans lesquelles on essaie de déterminer le taux d'avancement final. Et lorsque nous avons étudié la réaction, par exemple, dissociation d'un acide carboxylique dans l'eau, et nous avons essayé de définir taux, c'est X final sur X maximal. Ce X final, il est déterminé par une méthode qui est expérimentale, par une donnée basée sur l'expérience. Par exemple, soit par un dosage, on détermine la quantité de matière, soit par la conductivité ou la conductance. Et n'oubliez pas que dans ce cas-là, cette méthode de détermination de X final, elle est plus précise relativement à la façon dont on détermine dans les synthèses. La synthèse d'un produit, généralement, elle est accompagnée par une perte de la matière parce que le procédé utilisé, soit dans la distillation fractionnée,
soit dans le type, la façon dont on travaille, toujours il y a de pertes. Et par la suite, dans certains cas, on peut avoir la valeur de rendement ne correspond pas toujours à taux. D'accord? Donc, la méthode ou la façon dont on détermine ce X final, généralement, donne une influence sur la valeur. D'accord? Taux que nous avons vu précédemment, dans les cours précédents, se sont déterminés à partir de, on détermine le pH de la solution. À partir du pH de la solution, on détermine la concentration des ions H3+. Et à partir des ions de H3+, on détermine X final. Là, le pH, il nous donne 2 chiffres après la virgule. Donc, il est plus précis. Et aussi, lorsqu'on fait une mesure avec la conductivité, là, les mesures sont plus précises que l'utilisation de pH mètre. Et par la suite, si nous procédons dans le cas de synthèse là, comment on fait? On fait la synthèse d'un ester. On essaie de séparer la phase organique de la phase non organique ou aqueuse. Et dans cette séparation-là, généralement, il y a des pertes. Il peut rester quelques gouttes de cet ester dans la phase aqueuse, sans oublier d'autres incertitudes que peuvent influencer ces mesures. D'accord? Ça, on doit le comprendre dès ce paragraphe-là. Maintenant, on va essayer, nous avons laissé la réaction de l'estérification. En résumé, la réaction de l'estérification, c'est une réaction qui est limitée, lente et athermique. Et on peut déterminer, là ce sont les points les plus importants dans ce paragraphe. Donc, il est caractérisé par un rendement qui est inférieur à 1, nous l'avons déjà dit. Maintenant, on va essayer de voir la réaction inverse. N'oubliez pas que lorsque nous avons traité les réactions qui ne se font pas dans un seul sens, nous avons abouti à la fin de cette leçon que les réactions qui ne sont pas totales, généralement, c'est parce que les produits, une fois sont formés, ils réagissent entre eux pour redonner les réactifs de nouveau. Et à partir d'un certain temps, il y a un équilibre dynamique entre les réactifs et les produits. Donc, si cette réaction d'estérification elle est lente et limitée, c'est parce que une fois que l'ester et l'eau sont formés, ils réagissent entre eux selon la réaction qu'on la nomme hydrolyse. Donc, on va essayer d'étudier l'hydrolyse d'un ester, c'est-à-dire faire agir de l'eau sur un ester. Et vous avez devant vous l'équation générale. Un ester réagit avec de l'eau, il nous donne un acide carboxylique et un alcool. Cette réaction d'hydrolyse est la réaction inverse de la réaction d'estérification. On peut suivre l'évolution de cette réaction au cours du temps en dosant cette fois-ci l'acide formé. Tout à l'heure, nous avons suivi l'estérification en dosant l'acide restant. Et dans ce cas-là, on va essayer de doser au cours du temps. On fait un mélange réactionnel. Comment on fait un mélange réactionnel?
et on essaie de séparer ce mélange réactionnel dans des tubes à essai. On les place dans un bain, dans un bain-marie à une température bien précise. Et on parlera par la suite, ça nous l'avons déjà étudié, c'est le dosage. Après un intervalle de temps, on prend un tube à essai, on le mettra dans un bécher, on on ajoutera de l'eau glacée et quelques gouttes de phénylphtaléine. On essaie de doser par l'hydroxyde de sodium et déterminer le point d'équivalence. Et on note la date et la quantité de matière de l'acide formé. Donc de la même façon que tout à l'heure, on dressera un tableau d'évolution. Nous avons l'ester eau acide alcool. C'est un tableau d'évolution qui est semblable, sauf que les produits sont devenus des réactifs et les réactifs sont devenus des acides. Là aussi, on parlera d'un mélange équimolaire. Et si nous essayons de déterminer la constante d'équilibre, ça sera K' qui est l'inverse de K. Ceci, nous l'avons déjà traité dans les cours précédents. En permettant les produits avec les réactifs, la constante d'équilibre inverse est égale à l'inverse dans le sens direct. Dans ce cas-là, cette constante K' n'est autre que 0,25. Nous pouvons faire la même chose que tout à l'heure, écrire l'expression de K', et ça sera x carré final sur 1 moins x final, le tout au carré. On fait le calcul, la résolution de l'équation, et on trouvera que la quantité de matière de l'ester finira par prendre une valeur qui est constante, c'est le 2/3 de la quantité de matière initiale. Si nous procédons de la même façon que tout à l'heure, si nous utilisons une mole, la quantité de matière de l'ester dans le mélange réactionnel va atteindre la valeur 0,67 ou 2 sur 3 comme quantité de matière finale. On dira que on est dans un équilibre dynamique où la transformation chimique a atteint son équilibre dynamique. Donc on peut tracer la courbe de la quantité de matière de l'ester formé comme on peut tracer la quantité de matière de l'acide aussi formé. Et on trouvera que la quantité de matière de l'acide formé atteindra une valeur limite qui est 1 sur 3, c'est 0,33. Cette réaction est également lente, limitée et athermique et son rendement nu n'est autre que 33%. Essayez de donner l'expression de rendement et remplacer avec les valeurs que nous avons là sur le tableau d'avancement. Donc, si nous nous arrêtons à ce niveau-là et voir ce que nous avons, nous sommes devant deux réactions ou deux transformations chimiques. Une limite l'autre. Les réactifs de l'une sont les produits de l'autre. Ce sont deux réactions qui se produisent simultanément et ont les mêmes caractéristiques. Tous les deux sont lentes, limitées et athermiques. Et comme nous avons dit tout à l'heure que la température peut augmenter l'estérification, la vitesse de l'estérification, comme elle peut augmenter la vitesse de l'hydrolyse d'un ester. Donc on est arrivé à la conclusion suivante.
que les deux réactions, estérification et hydrolyse, en réalité, on peut la schématiser par une seule réaction qui est équilibrée. Donc, on parlera de l'équilibre d'estérification-hydrolyse à partir d'un mélange équimolaire alcool-acide. Ça, c'est l'estérification. Ou ester-eau. Ça, c'est l'hydrolyse. On constate que les deux systèmes chimiques évoluent vers le même état final, qui est 2 sur 3 de mol de l'ester formé et 1 sur 3 mol de l'acide formé. Compare de l'acide avec l'alcool ou de l'ester avec l'eau à condition que le mélange soit équimolaire, on aboutira toujours à la même composition de mélange réactionnel à l'équilibre. 2 sur 3 de l'ester et 2 sur 3 de l'eau et 1 sur 3 de mol de l'acide et 1 sur 3 mol de l'alcool. Il s'agit donc d'un équilibre chimique dynamique. Ça veut dire que la réaction, apparemment, les quantités de matière ne varient pas et les concentrations donc constantes, mais à l'échelle microscopique, il y a toujours une réaction de la droite vers la gauche. Au moment où il y a formation de l'ester, il y a réaction entre l'ester et l'eau qui va redonner la même quantité de matière de l'acide et de l'alcool. Dans ce cas-là, on parlera d'un équilibre chimique dynamique, c'est-à-dire que la vitesse de réaction apparente, elle est nulle. Mais cette notion, on peut la dire, mais ce n'est pas dans notre programme, que la vitesse avec laquelle s'effectue l'estérification est la même que la vitesse avec laquelle s'effectue l'hydrolyse. Pour bien exprimer cette notion d'équilibre chimique. Quand vous voyez, de ce fait que si le quotient réactionnel est inférieur à K, ça, nous avons utilisé le critère d'évolution d'un système. Toujours, on peut, à partir d'un instant donné, connaître le quotient de réaction et le comparer avec la constante d'équilibre K. Et par la suite, on peut déterminer le sens d'évolution du système ou le système dans quel sens évolue, soit vers l'estérification ou vers l'hydrolyse. Donc, comment contrôler l'évolution d'un système chimique? C'est-à-dire, nous avons là un mélange réactionnel. Comment on peut influencer cet équilibre chimique? N'oubliez pas que nous sommes dans une leçon où le caractère industriel apparaît, c'est-à-dire les gens, dans cette partie, on essaie de fabriquer un composé, et ce composé-là, nous devons le produire avec un rendement maximal. Et par la suite, nous allons essayer de chercher quels sont les facteurs dont il dépend cette vitesse de réaction et même dans quelles sont les conditions où on peut faire augmenter le rendement de cette réaction. D'accord? Donc la première des choses, au lieu d'attendre quelques jours pour avoir les produits, la première des choses, on doit essayer de diminuer le temps de l'obtention de ces produits. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle de la vitesse de réaction. Premier facteur influençant, c'est la température. Qu'il s'agisse de l'estérification, ça c'est plus important, qu'il s'agisse de l'estérification ou de l'hydrolyse, d'un ester, une élévation de la température du milieu réactionnel
augmente la vitesse de réaction. Cela signifie que l'équilibre réactionnel augmente avec la réaction et atteint plus rapidement sans que la composition de l'équilibre soit modifiée. Qu'on travaille dans le sens de l'estérification ou on travaille dans le sens de l'hydrolyse, c'est-à-dire soit on commence par acide plus alcool pour avoir un ester, soit on part d'un ester plus de l'eau pour avoir l'acide et l'alcool. Dans les deux cas, une augmentation de température augmente la vitesse de réaction. Mais jamais la température pourra influencer l'équilibre, influencer la composition de l'équilibre final. Ça veut dire, si je pars d'un mélange équimolaire, en augmentant la température, on ne peut pas varier la quantité de matière de l'ester formé qui est 2 sur 3. 0,67 c'est 0,67 mol. Mais au lieu de l'obtenir dans 24 heures, on peut l'obtenir dans 2 heures ou dans 6 heures. Ça dépend de la température dans laquelle s'effectue la réaction. Utilisation maintenant d'un catalyseur. Ce sont des critères que nous avons déjà traités, la température et le catalyseur. Un catalyseur d'abord, c'est une espèce chimique introduite dans le mélange réactionnel qui a pour effet d'augmenter la vitesse de réaction sans figurer dans l'équation de la réaction. Ce catalyseur permet d'atteindre plus rapidement l'état d'équilibre et sans changer la composition du mélange réactionnel.